Bonsoir, bienvenue sur Mobility TV. L'Automobile Club de France est une vieille dame, 126 ans cette année. L'ACF, ou l'Auto comme on dit, est certes ce club privé réunissant une clientèle de CSP+++, il n'en demeure pas moins que tout ça prend racine au cœur de l'automobile, à la naissance des automobiles, lorsque la France excellait d'ailleurs en la matière, était pionnière à travers cette industrie à l'époque nouvelle, qui aujourd'hui bien sûr atteint des summums de technologie, et à une époque où naissait bien sûr la course, avec des noms illustres, Peugeot, Panhard, Citroën, pour ne citer que. À la tête de l'Automobile Club de France aujourd'hui, son président. Bonsoir Louis Desanges. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup de choses à dire à propos de l'automobile, non pas ancienne, mais l'automobile de 2021. Et pour vous interroger ce soir, Jean-Éric Raoul de Sport Auto et de l'Autojournal. Bonsoir. Bonsoir. Aurélien Fleureau d'Europe 1. Bonsoir. Et Patrick Roger, bonsoir. Bonsoir. De Sud Radio, qui vous pose la première question. Puisque vous reprenez le volant pour 3 ans, hein, c'est ça, quelle est la stratégie, le point de défense de l'Automobile Club de France aujourd'hui? Ah, le point de défense. Est-ce que je peux faire un tout petit peu d'historique? Oui, allez-y, allez-y. Tout petit peu, pas brièvement, mais on va surtout regarder okay. devant nous. Bon, donc c'est effectivement une grande dame qui a été créée en 1895 par des fanatiques. Pour moi, le départ de l'automobile, de l'histoire de l'automobile en France, c'est le 15 juin 1998, le premier salon international d'automobile au Grand Palais. Il y avait 2000 automobiles en France, il y avait 170 constructeurs, 225 modèles et 140 000 visiteurs. C'est vraiment le jour où ça a démarré, quoi. L'auto a démarré. Et comme j'ai le plaisir à le dire, l'industrie hippomobile a disparu, mais pas du tout parce que les pouvoirs publics ont dit n'achetez plus de chevaux, achetez des voitures, mais c'est parce que le produit était tellement innovatif qu'il a démarré. Alors, l'auto a tout inventé. Les premières courses, le Bordeaux-Paris, qui est un phénomène, le Bordeaux-Paris. C'était un concours, en fait, non seulement sur les voitures, mais sur le mode. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures à essence légère, il y avait des voitures à pétrole lourd, il y avait des voitures à vapeur, et il y avait des voitures électriques. La voiture à vapeur... Avec moins d'autonomie qu'aujourd'hui, les voitures électriques. Il y a un peu moins d'autonomie qu'aujourd'hui. Alors, la voiture électrique, elle avait des relais de batterie tous les 100 km, et elle a cassé son essieu avant Orléans. Donc, c'est arrêté. Et la voiture à vapeur, je ne peux pas m'empêcher de citer cette anecdote, c'était une grosse limousine Serpollet dans laquelle il y avait 6 personnes et ils avaient installé un WC. La voiture ne dépassait pas le 100 à l'heure, mais il fallait prendre des précautions. Bon, et le vainqueur, c'était une Panhard et Levasseur. Ça, c'était la première course. Après, le premier règlement général des courses, c'est l'Auto qui l'a édité. La création de la Fédération internationale de l'automobile, ça s'est passé à l'Auto. Tout s'est passé à l'Auto. Le premier Grand Prix, qui était sur un circuit de route à côté du Mans, 1906, à l'Auto. Et voilà, et on a continué. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Bon, en fait... Bon, on est effectivement des... Ça s'appelle toujours l'auto. On dit toujours l'auto entre nous. Ouais. Toujours l'auto. Voilà. Donc, mais c'est quand même significatif. Hein, pour en revenir à ce que disait Patrick, vous reprenez le volant, voilà. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est toujours un peu une référence morale en termes d'automobile. On est un peu écouté. Moi, je suis administrateur ès-qualité de l'Automobile Club de l'Ouest, de l'Union routière française, du musée Schlumpf, que l'auto a contribué à sauver. Mais alors, vous êtes écouté, pourquoi? On est écouté parce que, bon, vous savez, c'est un peu le poids de la tradition. On nous appelle pour des questions diverses et variées. Là, on fait partie de le groupe de travail sur les ZFE, vous savez, qui est tout à fait à la mode. Zone à faible émission. Zone à faible émission. Il y a tout un travail qui a été fait par la Fédération française des véhicules d'époque. On a participé à ce groupe de travail. Dans les temps des pionniers, on a bien compris, il y avait l'Automobile Club de France, l'Auto, comme vous dites, c'était vraiment un club de pionniers, le marquis de Dion et tous ces gens-là autour, qui vraiment découvraient ce nouveau mode de propulsion, de déplacement, et c'était vraiment un club de passionnés. On est 126 ans après, quelque part, à quoi ça sert aujourd'hui l'Automobile Club de France? Enfin, quelle est sa mission notre mission, elle reste la même, c'est-à-dire de défendre la cause de l'automobile, hein, ça c'est complètement clair. Maintenant, on a plus d'influence que de pouvoir réel. Hein, ça, faut pas, mais alors, cette défense justement de l'automobile,
nous, on a le sentiment de ne pas vous entendre beaucoup sur ces sujets-là. Il y a d'autres. Il y a des associations diverses et variées de défense des automobilistes. Il y a des syndicats de défense de l'industrie d'une part ou d'une autre. Alors, peut-être que vous travaillez plus à bas bruit que ces institutions-là. Non, faut pas, si, vous avez parlé d'influence. Donc. Oui, on a un peu d'influence, mais il ne faut pas non plus. Je veux dire, vous savez, il y a une vieille formule, on dit il ne faut pas poéter plus haut que son lutte, n'est-ce pas? Et bon, on ne poète pas plus haut que notre lutte. On est là avec notre passé et on nous interroge encore. Mais cela dit, est-ce que vous pouvez peser dans les débats actuels de l'automobile? Parce qu'elle est quand même complètement remise en cause dans notre société. Donc, vous, est-ce que vous dites on a de l'influence? Bah oui, mais alors auprès de qui, justement, cette influence, quoi? Mais on a des très bonnes relations avec le CCFA qu'on nous aide. La plateforme de l'automobile, Luc Châtel, on a des très bonnes relations avec lui aussi. Et puis voilà, quoi, on pèse. On ne fait pas du lobbying, ce n'est pas notre métier, mais quand on nous interroge, on répond. Voilà. Mais alors, vous répondez quoi? Ça dépend des questions. Ça dépend des questions. Voilà. Mais alors, précisément, de ce que je comprends du fonctionnement de l'Automobile Club de France, c'est effectivement pas une structure de lobbying à proprement parler, mais ça peut être une structure de dialogue, y compris en interne. C'est-à-dire la possibilité de faire rencontrer des gens d'opinions pas forcément identiques et de faire progresser justement les débats de manière discrète, mais dans les salons feutrés de l'ACF. Oui, on a une commission de l'automobile avec des professionnels de très haut niveau, qui est présidée par Christian Peugeot, qui est un de mes vice-présidents et qui bosse. Qui était le président du CCFA. Qui était le président du CCFA précédent, oui. Aurélien Fleureau. On a pas mal de sujets à aborder avec vous sur la place de la voiture dans la société. Peut-être juste avant, est-ce que c'est une spécificité française, l'Automobile Club de France? Est-ce qu'il y a d'autres lieux, d'autres institutions comme ça, ou est-ce que vraiment, et en quoi c'est une spécificité? Il y a des Automobile Club de France dans le monde entier. Ils sont tous... Des équivalents qui ont cette... À Londres, notamment. Voilà, le Royal. En fait, nous adhérons à la Fédération internationale de l'automobile, qui est d'ailleurs logée chez nous. C'est notre locataire. Alors, l'automobiliste, aujourd'hui, est un pestiféré aux yeux de certains. Quand vous entendez ce discours dans les médias, dans la société aujourd'hui, est-ce que ça vous choque, ça vous pique, j'allais dire? Oui, ça me fait hurler. Ouais. L'automobile, d'abord, c'est évidemment le moyen de mobilité et de liberté extraordinaire, mais il faut aussi que ça soit un plaisir. L'automobile, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Il faut que ça le soit, et il faut que ça le reste surtout. Ça l'est encore, selon vous? Heureusement, alors vous savez, moi j'ai 4 enfants, il y en a 2 qui n'ont pas de voiture, et il y en a un qui en a 2 qui adore l'auto, et l'autre qui ne fait que louer. Enfin, ils ont une relation qui est très variée, mais il y a encore beaucoup de... Il faut que l'automobile redonne un plaisir. Si c'est un produit totalement standardisé, on vous impose qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment ça marche, etc. On n'aura plus de plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Regardez le plaisir, il peut passer par conduire une voiture électrique? C'est ce qui arrive là, forcément? Oui, moi j'ai un peu de peine à m'habituer, mais il y a des Ah bon, gens, mais alors qu'est-ce que vous dites aux pilotes de Formula E, qui est la Formule 1 électrique? Ils s'amusent bien, mais c'est très difficile. Vous, ça vous amuse pas? Bon, d'abord, c'est pour très rigolo, parce qu'ils peuvent pratiquement pas doubler, ils ont tous le même... ça arrive quand même. Oui. Mais la Formule 1, alors Jean Todt pousse beaucoup à l'électrification, y compris les Formule 1. Moi, je reste persuadé qu'il faut que l'automobile reste un plaisir, et la fin du moteur thermique me semble... Mais alors le plaisir, c'est quoi? C'est le bruit du moteur? Mais que ça commence par le bruit de la porte qui se claque. Ça commence le plaisir d'avoir un joli tableau de bord. Cela dit, je vous rassure, dans les voitures électriques, il y a une porte qui se claque aussi. Une porte aussi. La porte est pas. Non, mais vous avez une bonne voiture, bien avec le bruit de la porte. Le plaisir d'avoir un joli tableau de bord, et puis après le plaisir de la conduite, selon vous. Vous savez, autrefois, pourquoi est-ce qu'on achète une voiture? On l'achète pour l'usage qu'on en veut, on l'achète pour le budget qu'on a. On achète parce qu'elles sont de plus en plus sûres. Alors, la partie plaisir, il y en a peut-être qui n'en ont pas besoin. Ils disent, après tout, la voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B, ça m'est égal. Bon. Jean-Éric. Alors, cet aspect du plaisir, il est très intéressant parce que c'est vraiment l'angle mort de tous les débats sur la mobilité. J'aime pas du tout ce terme. C'est-à-dire que j'aime pas du tout que la voiture soit considérée comme un objet de mobilité. C'est pas un objet de mobilité, c'est une voiture, c'est une automobile. Et effectivement, ça remplit cette fonction de mobilité, mais pas seulement. Est-ce que vous êtes capable de porter cette parole justement dissonante auprès des pouvoirs publics quand ils vous interrogent sur le fait que l'automobile, ça n'est pas qu'un objet de mobilité, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on en change et qu'on le remplace et qu'on investisse beaucoup plus d'argent que nécessaire justement pour ce plaisir. Or là, clairement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les débats sur les transitions.
C'est parce qu'on ne nous interroge pas. Mais je me souviens, j'ai une discussion avec Luc Châtel qui me disait l'automobile, c'est la mobilité et c'est la sécurité. J'ai dit, mais il faut ajouter le plaisir. Il m'a dit, ah oui, j'y avais pas pensé. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça. Peut-être parce qu'il est plus souvent à l'arrière d'une voiture qu'au volant, non? Je ne sais pas. Mais dites-moi, l'Automobile Club de France, enfin l'auto, c'est quand même un cercle dans lequel transitent toute une série de personnes plus influentes les unes que les autres. Il y a des chefs d'entreprise, je ne sais pas s'il y a des politiques, mais de temps en temps... Non, il y en a pratiquement plus, ils n'osent pas. Ils n'osent pas? Ah, c'est intéressant, pourquoi ils n'osent pas? Ils n'ont pas envie qu'on trouve dans le canard enchaîné qu'il y a un homme politique, un député qui va dans une maison qui fréquente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des hommes politiques qui étaient membres de l'auto et qui ont démissionné? Non, ils sont restés jusqu'au bout, on ne démissionne pas de l'auto. Il y a un politiquement correct dans le monde automobile? Aujourd'hui, on ne peut plus en parler, quoi. Quand on est politique, c'est ce que vous dites, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même, il s'est créé à l'occasion des ZFE une amicale parlementaire des amateurs de voitures anciennes. Non, mais ils sont combien? Ils sont 130. Ah, quand même. 60 sénateurs, 60 députés. C'est Pompidou qui disait les Français et la bagnole, c'est quelque chose. Et c'est une phrase qui a été reprise par Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps. Pompidou, il se déplaçait en Porsche 356 cabriolet. Oui. Il n'y a plus beaucoup d'hommes politiques qui osent se présenter dans des jolies voitures. C'est dommage. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il l'a mis en avant plusieurs fois. J'aime la voiture. Oui, c'est vrai. Il n'a pas empêché d'instaurer le super malus à 30 000, voire 40 000 euros. Oui. Il a freiné sur le malus poids. Vous parliez de la fin des moteurs thermiques tout à l'heure, 2035, 2040. Quel regard vous portez, vous, sur la fin du moteur thermique? Premièrement, c'est une décision prise par les fonctionnaires non élus. Je trouve que c'est antidémocratique au possible, quand même. Et en plus, ça me semble... Ça va beaucoup trop vite, selon vous? Pardon? Ça va beaucoup trop vite, selon vous? C'est absurde de dire on va arrêter de faire des moteurs thermiques. Enfin, on en aura toujours besoin. Il y a des usages pour lesquels le moteur thermique sera toujours meilleur. Il ne faut quand même pas oublier que le bilan carbone d'une voiture, aujourd'hui, sauf en France, pratiquement dans le monde entier, il est mauvais. Il est mauvais. Le bilan carbone d'une voiture en Pologne, où toute l'électricité est faite au charbon, il est mauvais. Hein. Alors, pourquoi forcer? Vous savez, je voulais retrouver, mais je n'ai pas retrouvé une citation de Carlos Tavares qui avait dit il y a 4 ou 5 ans, quand il venait d'arriver, je ne cite pas mot à mot, mais il disait il ne faut pas que l'on prenne, pour des raisons idéologiques, des choix que l'on regretterait après. Ben moi, je considère que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on force à l'automobile électrique. Vous aurez 30% d'électrique en 2028, pas en 28, en 32 ou en 33. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que sera le marché? Est-ce que les gens auront encore envie d'acheter des voitures? La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on ne pose pas la question à la clientèle, on va les forcer d'acheter des voitures. Parce que, pour des raisons d'offre, c'est-à-dire que les constructeurs eux-mêmes n'ont plus le choix, s'ils veulent respecter... Mais ils n'ont plus le choix. Voilà. Ils ont effectivement un pistolet sur la tempe. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. C'est un paradigme complet. Autrefois, on achetait une voiture parce qu'on trouvait chez le constructeur quelque chose qui nous plaisait, au prix qui nous plaisait. Maintenant, c'est les pouvoirs publics qui nous disent toi, tu ne vas pas acheter une voiture électrique, une voiture thermique parce que c'est un péché. Alors les gens, ils écoutent plus ou moins, mais c'est absurde. Vous dites qu'on met un pistolet sur la tempe des constructeurs aujourd'hui. On leur a mis. Qui alors met c'est les pouvoirs publics, Avec l'Union européenne. C'est surtout l'Union européenne. Enfin, ils ne se défendent pas beaucoup. Quand il y a eu la décision du passage de 90 à 80 km/h, quelle a été votre réaction? On n'a pas été interrogé comme tout le monde. Mais je vous interroge là en l'occurrence. Moi, j'ai une propriété en Berry. Quand je vais de Châteauroux à chez moi, il y a 15 km. Je ralentis, mais ça ne m'amuse pas beaucoup. Je n'ai pas le cas d'une infirmière qui fait 200 bandes par jour et qui, elle, va perdre un quart d'heure. Hein. Je vous pose la question parce que tout à l'heure, vous avez mis en opposition les politiques élus de terrain et ceux qui ne l'étaient pas. Là, en l'occurrence, c'était une vraie fracture. Quand il y a eu le débat sur le 80 km/h, c'était, je ne vais pas reciter ce que disaient certains observateurs en disant que c'était Jupiter face aux élus locaux, mais presque. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. On dit que l'histoire des Gilets jaunes, c'est en partie à cause de ça. C'est les décisions qui du prix de l'essence.
Et du prix de l'essence, oui. Aurélien Fleureau. Sur les ZFE que vous avez évoquées tout à l'heure, donc elles sont en train d'arriver, le Grand Paris, il y a des expérimentations à Lyon, Strasbourg, Rouen, elles vont vraiment arriver de manière massive. Vous avez été consulté donc, sur l'aspect voiture de collection, hein, si j'ai bien... Oui, on n'a pas été consulté, on a constitué un petit groupe avec tous les gens de l'écosystème automobile, on a été voir le ministère des Transports et pour l'instant, dans les ZFE, à Paris, ça a été voté, c'est-à-dire qu'il y a une exemption, l'interdiction pour les voitures de collection. Voilà. Parce que ça va être massif dans... Alors ça, c'est le problème des petits diesels, etc. Voilà, ça, c'est un autre problème. L'étape finale 2024, 75% du parc actuel concerné. Là aussi, vous vous dites qu'on va trop vite, qu'on va trop restreindre... C'est évident. Je veux dire, c'est des mesures technocratiques qui sont absolument pas justifiables. Comment vous justifiez ça ? Comment allez-vous justifier qu'on va vous interdire d'entrer dans Paris sous prétexte que vous avez un diesel de 1982 et en 83 vous avez le droit d'y aller? Si, on peut justifier, et d'ailleurs c'est ce que fait la mairie de Paris en disant que non seulement il y a le CO2, mais il y a aussi les particules fines, que les moteurs ne sont pas propres. C'est vrai, mais on donne plus de place aux piétons, aux vélocyclistes. Ouais, vous savez, moi je suis libéral, c'est une privation de liberté quand même, hein, qui n'a pas beaucoup de justification. Il y a plein de villes qui ont fait ça. Oui, non, mais on va y passer. Dans l'Union européenne. Mais, en ce qui concerne les voitures de collection, il est certain que ces voitures, en moyenne, elles roulent 1000 km par an. La pollution n'est absolument pas mesurée à personne. Là, ce sera dans les dérogations. Personne ne le contexte, oui. Là, vous allez vous battre sur ce terrain, justement, pour que les voitures de collection soient quand même un peu mais là, préservées. on se bat, mais pas tout seul, avec la FFVE, avec le CNPA, avec la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE. Avec le CCFA que vous connaissez, avec la Fédération nationale de l'automobile, avec le CNPA, donc la profession, tout le monde, on a constitué un petit task force, on se réunit tous les 15 jours. Et l'objectif, c'est quoi alors ? L'objectif, c'est d'avoir une vignette spéciale collection qui vous permettra d'aller partout. Ouais. Y compris dans les centres-villes. Y compris dans les centres-villes. Alors, il y a un sujet justement pour les voitures de collection, après on reviendra au plus grand public, c'est ce qu'on appelle les Youngtimers, c'est-à-dire des voitures qui sont collectionnées, mais qui n'ont pas encore la limite des 30 ans pour obtenir une carte grise de collection, et qui elles aussi sont dans un espèce d'entre-deux qui est très inconfortable. Oui, alors on est en train de discuter sur un barème justement qui fait qu'on permettra d'avoir les voitures de collection par étapes de moins en moins anciennes. Voilà. Mais c'est un problème, parce que quand il va y avoir des Mégane qui sont faites par des centaines de milliers d'exemplaires, qui auront l'âge, qui n'ont aucun intérêt au point de vue collection, mais elles auront droit à l'exonération aussi. C'est compliqué. C'est déjà le cas aujourd'hui. Une vieille 205 de 84 ou 85, entrée de gamme, est une voiture qui peut être passée par la FFVE et qui peut donc pour l'instant, circuler. Elle est trop récente, mais c'est vrai, oui. 85, non, elle n'est pas trop 85, elle est, oui, là, oui. 91. Patrick Roger. Nous avons abordé tout à l'heure l'électrique, on y revient parce que c'est quand même le sujet en fait incontournable du moment. Que pensez-vous du plan d'électrification en France ? Aujourd'hui, il y a quand même un grand flou pour savoir si, certes, on va acheter des voitures électriques, mais est-ce qu'on pourra les recharger ? À la fois dans les villes et puis sur la route. Alors je crois qu'on est parti, c'est un peu le grand n'importe quoi, parce que tout le monde est parti dans toutes les directions. Et il n'y a encore aucune harmonisation des bornes. Enfin, il y a eu, vous savez, c'est EDF qui avait développé sur les autoroutes un truc qui s'est cassé la gueule. Techniquement, il tenait pas la route. Le corridor. C'était quoi ? C'était quand même EDF. Hein, et ils ne sont pas arrivés. Alors, ils vont y arriver, mais on aura du retard. Vous dites que là aussi, on va trop vite pour pousser à l'achat, pousser les constructeurs, et là, après pour le consommateur. On ne va pas assez vite pour les bornes, parce que là, on va pas assez. Là, on va pas assez vite. Et puis les équipements d'immeubles également dans les villes, quoi. Oui, c'est compliqué avec les copropriétés, mais ça, il faut y aller. Mais alors là, nous, on est moins concernés, mais un petit peu quand même. Est-ce que les grands constructeurs passent par l'Automobile Club ? Est-ce que vous avez l'occasion de parler à Carlos Tavares, de parler à Maxime Picat, à Linda Jackson ? Non, Carlos Tavares, je ne l'ai jamais rencontré. On a des bonnes relations avec Jean-Dominique Sénard, qu'on avait déjà quand il était président de Michelin. On avait des bonnes relations avec Thierry Bolloré quand il était numéro 2 de Renault. Et du coup, sans rentrer dans le secret de vos discussions, puisque c'est ça aussi le principe d'un club privé, on aborde quand même toutes ces questions-là ?
Oui, vous savez, encore une fois, il ne faut pas exagérer notre pouvoir. On en discute. On ne parle pas de pouvoir, on parle d'influence, comme vous l'avez dit, justement, et c'est comme ça, vous le savez aussi bien que moi, Louis Desanges, qu'on arrive à constituer entre guillemets, des paragraphes qui deviennent des dossiers et des dossiers qui deviennent des sujets de discussion et qui arrivent sur des tables ministérielles. Comme vous l'avez dit, c'est dans le secret des discussions, donc je n'en dirai pas plus. J'aurais essayé. Est-ce que le salut passe finalement par les start-up dans ce secteur de l'automobile? Vous avez un grand prix, nous avons un grand prix, l'innovation. un grand prix qui s'appelle, ça s'appelait les start-up de l'auto, ça a changé de nom, c'est jamais le Grand prix ACF Autotech. ACF Autotech, qui est à sa 4e édition. C'est absolument passionnant, c'est très amusant. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs. C'est passionnant ou c'est amusant? Non, c'est à la fois passionnant, puis c'est d'abord, ça gît dans tous les côtés. Moi, j'étais président de la jury aussi de start-up dans le domaine de l'aéronautique. Le gros avantage de ces prix, c'est que ça donne de la notoriété aux vainqueurs. Quand ils vont lever des fonds, d'abord, c'est bon pour le moral, hein, c'est vrai. Et quand ils vont lever des fonds, ça les aide beaucoup. C'est surtout il y a un exemple très récent, l'un des derniers lauréats, X, H-E-E-X, oui. Qui, je crois, a vu Google arriver là, c'est tout récent, donc pas mal l'influence du Grand Prix ACF quelques jours après. Non, mais c'est passionnant parce que c'est aussi d'abord, ces gens sont toujours portés par une énergie formidable, hein, tous ces jeunes. Et puis, les sujets sont tellement variés que, voilà. Mais l'année dernière, on a donné le 3e prix à un Japonais, qui était en visio pour défendre son pitch. C'est des moments très, très denses, mais très amusants. Mais le paradoxe, Louis Desanges, c'est que justement les créateurs et les dirigeants de ces startups sont assez pour la voiture électrique, assez pour la voiture connectée, assez loin de la voiture que vous défendez, qui a un joli bruit et c'est pas un... Enfin, moi, je ne suis pas contre la voiture électrique. Je dis que le problème numéro 1 de la voiture électrique aujourd'hui, c'est un marché artificiel. Hein. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, attendez, je peux dire de ne pas faire de bêtises, une Peugeot 208, ça coûte 16 200 en thermique, 32 700 en électrique. Bon. Alors, on arrive à compenser ça par des subventions, par les constructeurs qui rognent un peu sur leur marge quand ils en ont envie dans les négociations commerciales, et puis par une espèce de auto-bashing qui culpabilise les gens. Mais vous savez très bien que quand on arrivera à un volume suffisant, cette voiture ne coûtera plus 32 000 euros. Ça, c'est un argument très classique. Ne vous inquiétez pas, on subventionne au début, de manière à ce que les prix baissent. Avec des écarts comme ça, le prix des batteries... il a pas mal baissé, il ne peut pas baisser indéfiniment. Le prix des composants ne va pas baisser indéfiniment. Et c'est déjà des produits, les moteurs électriques, c'est déjà produit en très grande série. Les hybrides rechargeables à 3008, 31 450 en thermique, 45 500 en électrique. Ça ne crée pas un marché, ça. Pour l'instant, ce sont des faux marchés. D'ailleurs, j'ai appris ça du directeur de la com du CCFA hier. Le marché des voitures électriques neuves pour les particuliers est en train de baisser déjà, ces dernières semaines. Il baisse. Les hybrides rechargeables montent, mais effectivement, l'électrique commence un petit peu à... Et l'hydrogène, vous y croyez ou pas? L'hydrogène, je ne suis pas assez technicien. Hein. Ouais. On lit beaucoup de choses. Ça ressemble un tout petit peu à une espèce de leurre qu'on envoie en avant en disant « Vous inquiétez pas, on va avoir une transition avec l'hybride rechargeable, mais la solution, c'est l'hydrogène. » L'hydrogène, dans le catalyseur, il y a du platine. Le platine, ça coûte une fortune. Hein. Vous avez un polymère qui coûte très très cher aussi. L'hydrogène est très cher à produire. Et à stocker. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le carburant en France, ça rapporte 43 milliards de taxes à l'État. 43 milliards, c'est le chiffre qu'on m'a donné hier. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'État ? Il va baisser ses coûts de 43 milliards ou bien il va se trouver un moyen de taxer, de se rattraper par ailleurs, hein ? C'est vrai que là, aujourd'hui, on est sur une illusion de carburant, quel qu'il soit électrique ou hydrogène, enfin électrique globalement, qui sont à taxe zéro. Or, ça, c'est une illusion, ça ne peut pas durer. C'est une illusion de dire ça. On ne le lit pas, ça. On ne le voit pas. Moi, j'ai une petite question globale sur la vision de l'automobile. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé du plaisir. Moi, ça me va très bien aussi. Vous avez parlé de la liberté, que c'est un instrument de liberté. Et ça me va très, très bien aussi. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la vision de la mobilité qu'on essaye de nous vendre, ça contraint quand même beaucoup notre liberté. Quelle est votre opinion, quelle est votre vision de l'avenir, justement, de notre liberté de déplacement avec ce qu'on nous dessine ? Si vraiment ils y vont trop fort, ça vient du totalitarisme, et puis c'est tout. Hein.
si non mais, je veux dire, si le gars qui habite à 15 km du premier supermarché, il ne pourra plus prendre sa voiture, non, s'il pousse un peu le curseur, l'avenir est absolument inadmissible. Ça reste un instrument de liberté, les voitures, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez dire que, pardon Jean-Éric, est-ce que vous voulez dire qu'il peut y avoir un retournement de situation? Oui, moi j'en suis même au niveau des politiques publiques? Moi j'en suis persuadé. Pour l'instant, le balancier est là et puis il ne faut pas trop s'affoler, ça va revenir. Mais et comment alors ça peut revenir? Parce qu'ils vont peut-être dire, après tout le thermique, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les applications qui sont meilleures? Un petit moteur diesel qui a fait comme beaucoup de progrès, c'est plus malin qu'une Clio électrique à 30 000 euros. Non, mais il y a les hybrides qui permettent de garder de l'électrique et puis d'avoir... Alors l'hybride léger, c'est-à-dire on fait du 48 volts et puis on joue un petit peu à récupération d'énergie. Pour la ville notamment. Oui, bon, honnêtement, c'est un gadget. Hein. Un gadget. Bon. C'est pas inintéressant, puis ça coûte pas très cher. C'est surtout pour coller aux normes WLTP. Oui, mais tout ça, c'est pour coller à des normes, c'est pas la réalité du marché. Bon, l'hybride rechargeable, bon, moi j'ai des amis qui ont l'hybride rechargeable. Alors, vous partez, moi j'ai une maison en Bretagne, vous partez en Bretagne, vous faites les 50 premiers kilomètres en électrique, vous êtes tout content, vous rechargez un peu l'électrique parce que vous avez peur, il faut qu'il m'engraine un peu sous le pied, puis le reste du temps, vous filez à 130 sur le moteur thermique, et comme la voiture est plus lourde, elle consomme plus. Voilà. Ouais. Et que ça coûte plus cher. C'est vrai qu'il faut bien l'adapter aux différents usages. Donc pour vous, dans ce paysage-là, il devrait rester l'option thermique bien sûr. À côté de l'option même le diesel. Le diesel a fait beaucoup de progrès. Hein. Le diesel a fait beaucoup de progrès. Mais alors si on dit si les constructeurs flèchent tout leur argent de R&D sur l'électrique et qu'ils ne le flèchent plus sur le diesel, ça fera moins de progrès. Mais comme les Chinois continueront à faire des voitures électriques, vous avez vu, Audi a dit, je passe de tout électrique en 2033, sauf en Chine. C'est extraordinaire. Et quel est le regard de l'Automobile Club sur le vélo? Puisque aujourd'hui, il y a une nouvelle cohabitation en fait dans les villes. Joker, là, je ne suis pas compétent. Mais c'est pas le vélo club, si. Patrick. Non, c'est pas le vélo club, mais justement, c'était un petit peu provoque. Ma question, c'était. Non, mais le vélo, c'est pareil, c'est un très bon usage, le vélo. Ouais. On a un point B, il y a plusieurs méthodes, il ne faut pas dire aux gens, non, le vélo, c'est très bien. Vous en faites dans Paris du vélo? Non, j'en fais pas, non. La trottinette? Pas de coronavirus? La trottinette, j'en fais pas. Mais vous savez qu'on a des photos de trottinettes électriques qui dataient de 1901. Il y avait une batterie qui était grosse comme ça, qui était à l'avant. Et ça aussi, c'est le patrimoine de l'ACF? C'est dans les photos du patrimoine de l'ACF, oui. Est-ce que vous en voulez à l'Automobile Club, à certains élus, et notamment des maires, puisqu'on a parlé du vélo, de la trottinette, en fait, aujourd'hui, et on parle de Paris, donc Anne Hidalgo, par exemple? Écoutez, moi j'ai des très bonnes relations personnelles avec Madame Hidalgo. Ah bon? Oui, absolument. Nous recevons 2 fois par an le Conseil parisien de la mobilité qui se passe à l'auto, et nous avons des relations très courtoises, mais Madame Hidalgo, elle a été élue pour chasser l'automobile de Paris. Bon, elle le fait très bien. On ne peut pas lui reprocher. Elle fait son programme. Je ne peux pas lui reprocher. Donc vous ne lui en parlez pas? Non. C'est parce que vous ne parlez pas de voiture. C'est pour ça que tout va bien. Oui, Merci beaucoup, Louis Desanges, d'avoir été l'invité du Face à la Presse. C'est un plaisir pour moi. Voilà.